Et pour nous approfondir sur cette décision de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, nous accueillons avec nous sur le plateau Saïd Ayachi, président du comité de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Ayachi, un commentaire tout d'abord sur cette sortie inattendue et surprenante de la part de Staffan de Mistura. Inattendue, certainement surprenante un peu moins, et qui appelle effectivement à s'interroger sur l'opportunité de la chose. L'idée en elle-même n'est pas nouvelle, elle date à peu près de 25 ans, c'était déjà une sorte de pari sur une mauvaise solution, et elle a été rejetée d'ailleurs, rappelons-le, par le Polisario déjà à ce moment-là. Et puis, il y a donc ces hypothèses de travail qu'on peut aligner les unes à côté des autres. Pourquoi de Mistura, tout d'un coup, sortent avec cette proposition, comme vous le dites, tout à fait inattendue. Monsieur de Mistura est quelqu'un connu comme étant honnête, comme étant compétent, mais en fin de carrière, en réalité, en fin de carrière. Et le régime marocain et ses soutiens n'attendaient que sa mise à la retraite pour encore gagner du temps dans l'attente de nommer un successeur. Rappelez-vous que pour M. Koller, il a fallu attendre 28 mois. Et donc, ils peuvent encore repartir sur cette politique de la fuite en avant pour remplacer de Mistura. Et puis, lui, il part sur une note inexplicable, la partition, que je le répète, qui n'est pas une idée nouvelle, mais qui, par la même, contredit totalement, vous venez de le rappeler dans votre introduction, la doctrine des Nations Unies en matière de décolonisation. La 4e commission, donc, vient de renouveler le droit international, c'est-à-dire l'application de la résolution 1514, oui. Donc le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Mais quelques jours avant, il y a la Cour de justice de l'Union européenne qui a dit de façon très claire que c'était un pays colonisé, sans prononcer peut-être le terme, mais il s'agissait bien de ça, puisqu'elle a dit là clairement qu'il n'y a aucun lien entre le Sahara occidental et le Maroc, et que le Front Polisario représente le peuple sahraoui, et que le peuple sahraoui existe bel et bien et est souverain majeur sur ses richesses. Justement, le Front Polisario a exprimé jeudi, je vais le citer, son rejet total et catégorique de toute proposition ou initiative qui ne garantit pas pleinement le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination, alors que le représentant légitime du peuple sahraoui se voit renforcé, vous l'avez dit, par la décision historique de la Cour de justice européenne. Quels renseignements pouvons-nous tirer du timing de cette sortie de Mistura? Le timing, oui. Le timing, il est dans un contexte international, tout à fait chahuté, bouleversé, incompréhensible, puisque on le voit ce qui se passe en Palestine, et vous me donnerez l'occasion de rendre un hommage vibrant au commandant Yahya Sinwar, qui est mort en martyr, les armes à la main, et qui laisse une résistance palestinienne vigoureuse. Et donc, vous voyez le droit international tout à fait bafoué en Palestine. Le droit international dit déjà en 1975 par la Cour internationale de justice, et tout récemment encore par la Cour de justice de l'Union européenne et par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, et donc non plus, alors que la 4e commission dit qu'il faut l'autodétermination, que le Conseil de sécurité lui-même, dont on attend la réunion fin octobre, recommande quand même à chaque résolution l'autodétermination. Et sur le terrain, il y a une impuissance criarde de l'ONU, avec tous ces éléments, y compris la MINURSO. Et donc, de ce côté-là, oui, le contexte n'est pas propice, j'allais dire, pour une avancée notable dans le dossier, sauf que ce qui existe pour le peuple sahraoui et ce qui est sa ligne de front, c'est le droit international. Et le droit international est très clair sur le problème du Sahara occidental. C'est un pays non autonome, et donc qui a droit à l'autodétermination, le peuple sahraoui. Est-ce qu'on pourrait justement parler d'une entorse du droit international de la part de C'est plus qu'une entorse, c'est une agression. C'est une agression du droit international. Agression par, d'abord évidemment, le colonisateur marocain, agression par les soutiens, et entre autres l'Espagne et la France, qui sont venus d'une certaine façon appuyer la thèse marocaine de l'autonomie, qui est un non-sens juridique, bien entendu, et qui, de ce côté-là, encourage la poursuite du conflit. Et bien entendu, il y a ce droit international qui doit s'imposer à nous tous, en tout cas aux pays
de la communauté internationale, et entre autres aux membres permanents du Conseil de sécurité, mais qui n'est pas respecté ni en Palestine ni au Sahara occidental. Est-ce qu'on peut s'attendre dans ces conditions-là que vous venez de citer à une escalade du conflit, surtout en prenant en compte l'entêtement du Merzenne à imposer le fait accompli colonial? Il est clair. D'abord, il faut noter la détermination du peuple sahraoui, détermination sans faille, qui tous les jours s'inscrit dans une lutte armée. C'est la 4e année depuis la reprise des hostilités. Bien sûr. Et puis, il me plaît de souligner que jusqu'à 91, ce sont les unités combattantes sahraouis qui étaient victorieuses sur le terrain, et c'est le Maroc qui a demandé le cessez-le-feu. Donc, les Sahraouis même disent peut-être que nous avons fait une erreur d'avoir arrêté le combat sur la demande des Nations Unies. Et donc aujourd'hui, ils ont repris, après la violation par l'armée marocaine du cessez-le-feu, ils ont repris le combat et comptent le mener jusqu'à son terme en disant, et cela est une fierté algérienne, en disant qu'on prend l'exemple sur la révolution algérienne, qui n'a pas mis l'arme au pied jusqu'au référendum de 1962. Et donc eux, ils veulent aller jusqu'à l'autodetermination en combattant, parce que c'est un segment important pour arriver au résultat que leur donne le droit international, c'est-à-dire le référendum. Saïd Ayachi, vous évoquiez tout à l'heure le martyre de Yahya Sinwar. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien avec ce qui se passe au Moyen-Orient, en particulier en conséquence de l'alliance stratégique qui a été établie entre le Merzenne et l'entité sioniste? C'est clair, c'est très clair. Il y a d'abord, j'allais dire, des lectures à plusieurs niveaux. Le premier, au niveau du régime marocain, c'est celui de se doter de ce qu'ils disent, eux, une technologie moderne qui serait capable d'abord de combattre le Front Polisario d'un côté et d'intimider l'Algérie de l'autre. Hein, c'est dans les objectifs. De l'autre côté, pour ce qui est de la géopolitique internationale et donc de l'Occident hypocrite et malsain, c'est celui de tisser cette toile qui leur est favorable avec un Israël au Moyen-Orient et un autre Israël au Maghreb. Et donc ainsi soumettre tout le peuple arabe, toute la nation arabe au désirata de l'Occident hypocrite. Et donc c'est, je pense, la configuration que ces États mettent en place avec, bien sûr, l'assentiment du peuple marocain et du Marzenne, pas le peuple marocain. Le peuple marocain est contre la normalisation et le régime du Marzenne, bien sûr, s'inscrit dans cette complicité criminelle avec l'État sioniste. Très bien, merci beaucoup Saïd Ayachi d'avoir répondu à nos questions. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.